Merci. Je voudrais te rassurer. Hier, j'ai appris dans les ateliers qu'il ne fallait pas être trop critique, il faut avoir de l'empathie. Donc, merci. Mais bonjour à la salle. Moi, je suis Mamadou Goubeu, enseignant-chercheur de l'École normale supérieure d'Abidjan. Et à l'École normale, nous avons pour mission première la formation des animateurs de la vie scolaire. Entre autres formations, nous formons les enseignants du secondaire, les inspecteurs de l'enseignement secondaire, les professeurs de CAFOC, les encadreurs des lycées, c'est-à-dire des éducateurs. Et la formation est donc notre raison d'être à l'École normale supérieure d'Abidjan. La formation des enseignants en termes qualitatifs est une préoccupation majeure pour nous. Le défi pour nous aujourd'hui se pose en ces termes. Comment former les enseignants de qualité sur un continent à fort taux démographique? En d'autres termes, comment soutenir l'enseignement, mais également l'enseignant, pour le rendre plus efficace? Quelle stratégie adopter ou quels nouveaux horizons explorer pour éviter à l'enseignant de vivre une pratique monotone, tout à l'heure on l'a dit, usée par le temps, les anciens, mais les nouveaux aussi? Comment faire en sorte pour qu'ils ne prennent pas le métier d'enseignant comme des militaires qu'on présente au drapeau avec la peur au ventre? Il faut éviter à cela d'appréhender leur métier comme une corvée plus tard. Et quel outil utiliser pour conduire une enquête? Parce que ça, c'est un défi pour nous en Afrique. Comment faire pour asseoir un travail collectif? Et les quelques 2 jours que j'ai passés ici m'ont quand même permis que des pistes de solutions, des pistes de réflexion sont en cours pour nous aider à résoudre ces problèmes-là. Et ceci est réconfortant pour moi parce que, autant que nous sommes tous dans cette salle, nous sommes convaincus que nous sommes en train de chercher les voies et moyens pour que l'enseignement soit plus performant. En tout cas, c'est ce que moi je retiens. Que des professionnels, que des débutants, tous cela sont en quête de voies et moyens pour rendre l'enseignement beaucoup plus efficace. C'est ce que moi je retiens. Et pour y parvenir, il faut partir de l'existant pour le développer et le rendre beaucoup plus performant. Et c'est ce que Patrick nous disait hier, il nous faut un travail de groupe, évidemment avec ce que cela comporte, avec la notion de groupe. Un groupe, il faut le construire et non faire un assemblage d'individus, peut-être qui causent, sans pour autant travailler. Une telle démarche, parce que j'ai pu observer ici, passe par un certain nombre de possibilités. J'ai pu observer par exemple que dans certains établissements, et ça je tiens des chefs d'établissement qui étaient ici hier, il faut passer par un système de pilotage où les macros tapassent et les tapas agissent sur les passes. Voilà. Il faut aussi... On vous donnera le décodeur pour les gens qui déconnectent. Voilà. Il faut aussi qu'il y ait un travail collectif. Et j'ai eu la chance d'assister à un atelier hier intitulé « L'enquête collaborative ». Et ça m'a beaucoup plu parce que de ma posture de responsable de la recherche à l'École normale d'Abidjan, j'ai déjà été ici à l'UNS de Lyon en octobre passé. J'étais venu pour voir comment est-ce que les unités de recherche fonctionnaient. Et après avoir assisté à l'atelier, vraiment j'ai pu acquérir des outils pour qu'au retour je puisse animer correctement et mettre en place les UMR. Parce que chez nous c'est important, les enseignants-chercheurs sont tellement confinés dans leur domaine avec leur ego que les sorties de là pour faire un travail commun, c'est pas facile. Maintenant que j'ai quelques outils qui pourraient faire en sorte qu'ensemble, on identifie une problématique avec nos différentes préoccupations, qu'on cherche des solutions pour cette problématique et qu'à la fin, on se rende compte qu'il y a un autre possible qui existe, c'est déjà beaucoup. Car très souvent,
ce qui inhibe même l'action de l'homme, c'est de se heurter à la difficulté et tourner le dos pour dire, écoutez, je ne peux pas, ce n'est pas la peine. Bref, j'ai pu donc observer que, au sujet de tout ce qui a été dit sur la vidéoformation, c'est une pratique innovante. Et chez nous, à l'UNS d'Abidjan, c'est important que nous nous approprions cela pour améliorer ce que nous appelons là-bas le micro-enseignement. Qu'est-ce que c'est concrètement? Avant que nous ne mettions le stagiaire sur le terrain pour apprendre la pratique du métier, nous lui donnons des consignes précises et nous lui demandons de nous faire un cours de 5 minutes, de 10 minutes avec une consigne précise. Et il est filmé. Il est filmé et après on le confronte à sa propre production pour qu'il apprécie sa prestation. Et ce n'est pas différent de ce que j'ai vu ici. L'étudiant vous dira, bon, écoutez, ici, par rapport à tout ce que vous m'avez dit, je crois que je n'ai pas été à la hauteur. Mais pourquoi nous le faisons? Nous préparons l'étudiant aux difficultés qui l'attendent sur le terrain. Parce qu'à la fin de l'année, les inspecteurs vont passer et vont apprécier son travail. Là, nous ne serons plus avec lui. C'est à lui de défendre sa position sur le terrain. Et comme la thèse engage son auteur, sa prestation l'engage. Ce ne sera plus non, c'est ce qu'on m'a appris à l'école, non, c'est ce qu'on t'a appris, est-ce que tu as fait tel que ça a été dit? Donc, c'est pour dire que la vidéoformation nous intéresse au plus haut point parce qu'elle va nous permettre d'améliorer nous-mêmes notre pratique de la chose. Et c'est aussi important pour nous parce que c'est des informations qui viendront avec ce que j'ai vu du terrain pour enrichir notre vision de la formation plus tard. Parce que quelqu'un le disait hier, le tout n'est pas d'élaborer des théories dans les laboratoires, mais il faut s'imprégner du retour du terrain pour pouvoir adapter la formation que nous avons. Alors, ce que je retiens de tout ce dispositif en rapport avec la vidéoformation, c'est qu'il faut comprendre que la vidéo n'est pas le reflet du travail effectué en classe, mais plutôt ce qui se passe en classe. Et ça, c'est important. Il ne faudrait pas qu'à partir d'une vidéo de quelques minutes, on se fasse l'idée que tel ne sait pas faire le travail qu'il lui est confié. Non. Puisque la vidéo ne donne pas le contexte du cours, on ne peut donc pas juger et il faut être tolérant à ce niveau. C'est ce que moi je retiens. Et en définitive, en partant d'ici, j'emporte avec moi l'idée que des approches de professionnalisation existent au niveau du métier d'enseignant, bien sûr. Il faut s'y intéresser, il faut s'en inspirer en ce qui nous concerne et l'adapter au contexte qui est le nôtre. Nous avons dit beaucoup de choses, c'est vrai, mais les contextes ne sont pas les mêmes. Ce qui existe en France n'est pas forcément ce qui existe en Afrique. Les préoccupations du système éducatif français ne sont pas forcément les préoccupations du système éducatif ivoirien. À preuve, nous n'avons pas de problème de laïcité à l'école. Et pourtant, à la télévision, moi je suis tous les jours, les ministres interviennent. D'ailleurs, hier, la preuve nous a été donnée que Madame la ministre de l'Éducation est préoccupée par la question de laïcité. Ça n'existe pas chez nous. Il y a un autre élément qui n'existe peut-être pas, et Luc l'a signifié hier, la mise en train du cours n'existe pas. Chez nous, l'enseignant est l'aîné, dont le système traditionnel est transposé à l'école avec les valeurs qui sont les nôtres. L'enseignant est d'abord le grand frère, si vous voulez bien, j'emploie le terme trivial, c'est le grand frère qui arrive en classe pour donner le savoir à ses cadets. Et les cadets sont tenus de lui réserver un accueil digne de ce nom parce que c'est le grand frère qui arrive.
Nous, on n'a pas de problème de classe difficile, comme j'ai entendu hier. Pourquoi les classes seraient difficiles? Il n'y en a pas. Alors, donc, je voudrais m'arrêter là. Oui, je nuance quand même pour dire que c'est vrai, dans les villes, il y a quelques petites têtes qui font ce chose-là, mais dans l'ensemble, ça va. Oui, les collèges à risque, ça risque. En fait, le vrai nom, c'est le collège à risque. Mais comme les élèves sont un peu turbulents, on dit le collège à risque. Mais il n'y en a pas assez quand même, hein, donc il n'y a pas ce problème. Bref, je voudrais dire que des démarches existent, il faut s'en inspirer, il faut les contextualiser au moment où le besoin se fera sentir. Et c'est ce que moi, j'emporte avec moi. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup. Et en cadeau, on va t'offrir un macro tapas. Hein, tu vas pouvoir partir avec lui. Chers collègues, alors je ne sais pas qui est-ce qui a décidé de parler. Philippe Mérieux ou Patrick Rayou? Allez, j'y vais. Patrick Rayou. Je vais même lancer le chronomètre pour être absolument insoupçonnable. Hop, c'est parti. Merci de m'avoir invité comme grand témoin, même si la notion me semble un peu étrange. Il n'y a pas de formation de grand témoin, voilà, donc ça me fait au moins une excuse. Puis vous savez, les témoins, c'est pas très fiable non plus. Hein. Il y a pas mal d'enquêtes de psychologie sociale qui vous disent que amis critiques, c'est déjà un peu mieux. Les amis sont forcément critiques, c'est toujours d'eux qu'il faut se méfier. Donc c'est peut-être dans ce rôle-là que je serai le mieux, en essayant non pas de tuer l'atmosphère un peu enchantée qui a nimbé vos travaux, mais peut-être pour aussi dire un certain nombre de choses sur ce qui pourrait constituer quelques risques devant l'enthousiasme relatif à la formation en établissement ou l'établissement formateur, mais je n'insisterai pas trop sur ce thème parce que je sais que Philippe va l'aborder dans un moment et ça me paraît une nuance tout à fait importante à faire. Ce que je voudrais faire, c'est essayer, on s'attend de moi, je suppose que je fasse un peu le sociologue, donc je ne vais pas vous détromper, d'autant que quand on est témoin, et ça renvoie à ma remarque précédente, on regarde toujours les choses à travers des filtres, on ne peut pas s'en empêcher, et même si j'ai essayé de regarder et d'écouter les travaux véritablement en immersion, néanmoins, il y a des schèmes qui sont là, et qui font qu'on retient certaines choses plutôt que d'autres. Voilà. Donc ces précautions épistémologiques étant posées, je vais pouvoir en venir à mon propos, je vois absolument tous en haleine, et vous avez raison. Ce qui me paraît intéressant dans la question de l'établissement aujourd'hui, c'est qu'au fond, si j'essaie de problématiser ça, la question de l'établissement nous renvoie à la question de la singularité dans le système éducatif français. Alors tout ça paraît peut-être bien pompeux, mais je pense que néanmoins que notre histoire, et notamment notre histoire depuis la République, hein, mais elle-même ne venait pas de rien, est une histoire dans laquelle le statut du singulier et du différent est difficile à penser et à intégrer. La question, dans la sociologie de l'éducation, la question de l'établissement a émergé dans les années 80, pas avant. Dans les années 80, alors pour des raisons politiques, c'est les moments des délocalisations, et du coup, on se met à découvrir des phénomènes qui ne sont pas des conséquences de la délocalisation, puisqu'elle est en train de la décentralisation. Pardon, je suis un peu obsédé par les paradigmes économiques. De la décentralisation, on ne découvre pas des phénomènes qui sont créés par la décentralisation, puisqu'évidemment les événements sont trop proches. On découvre des phénomènes qui existaient déjà, mais que personne ne voyait. Je crois que le premier travail, c'est un travail de Dominique Paty, qui s'appelait 12 collèges en France, je crois que c'est 1981, où Dominique Paty, qui n'a pas d'outils de sociologie de l'éducation à l'époque, fait tourner sur un échantillon de 12 collèges qu'elle a constitué des cadres qui sont ceux de la sociologie des organisations. Elle se demande tout bêtement, mais au fond, et si l'établissement était une espèce de zone perméable entre le milieu extérieur et son intérieur, et si les établissements interprétaient différemment les publics et les mettaient différemment en ordre. Alors ça, c'est quelque chose qui a été complètement révolutionnaire, qui peut être un peu passé inaperçu dans l'histoire des îles, mais je crois que c'était un moment, c'est le moment des travaux qui portent, des gens de l'époque, c'est Robert Ballion, le lycée Une cité à construire, c'est les travaux de Dubé sur les 3 collèges bleu, blanc, rouge, la laïcité, un peu là toujours, c'est les travaux ici de Jean-Louis Derouet sur les mobilisations de l'établissement, c'est les travaux de Marie Duru sur les effets établissement. Il y a un bouquet à l'époque de travaux qui montrent que l'établissement devient non pas une certitude
à savoir quelque chose qu'on connaît parce qu'il suffit de la déduire de la structure nationale, mais une véritable question de recherche. C'est l'époque où Marie-Claude de Rouet-Besson, par exemple, prend la chose par un bout un petit peu surprenant. Elle regarde des collèges modèle Pailleron qui ont été créés à la chaîne dans les années 70, au moment où on créait un collège par jour. Ils sont tous faits sur le même moule, fabriqués made by rue de Grenelle. Il n'y a pas de vernaculaire comme il y a eu après quand les régions, etc., ont commencé à mettre un peu la main au portefeuille. Et elle se rend compte que les mêmes schémas de collège sont mobilisés différemment dans des lieux de France tout à fait différents, avec des choses complètement intéressantes sur où est-ce qu'on met le CDI, où est-ce qu'on met le bureau du conseiller principal d'éducation, et qui révèlent des choses tout à fait passionnantes sur la vie d'un établissement et sa politique interne. Voilà. Donc ça, c'est un peu pour camper le décor de l'époque en termes de recherche, mais bien évidemment, l'établissement devient lui aussi, structure de PLE, etc., devient lui aussi une injonction politique et une pratique politique. Et ce qu'on a pu dire qui intéressait à l'époque, donc des années 80 jusqu'à nouveau, moins aujourd'hui les dynamiques d'établissement, les travaux n'en ont plus beaucoup, je pense que ça c'est un peu fait long feu, on pourrait se demander pourquoi. En revanche, la thématique de l'établissement formateur est une thématique émergente et qui, je crois, est sans doute dans la continuité de ce premier travaux qui avait surtout porté sur les politiques d'établissement. Voilà, on montre que sur les établissements recrutement populaire, certains vont favoriser les passages en seconde pour tenir compte de l'origine des élèves et leur faciliter la vie, ou que d'autres, au contraire, pour montrer qu'on n'est pas des laxistes, vont être plus sévères avec les élèves de milieu populaire pour montrer au lycée qu'on n'envoie pas n'importe qui au lycée. Enfin, il y a ces variations assez extraordinaires qui évidemment engagent la responsabilité des équipes, mais qui jusque-là ne portaient pas sur la formation. Donc, à ma connaissance, la thématique de la formation est plus récente. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on ne parle pas aujourd'hui de l'établissement, la formation à l'établissement, de l'établissement formateur, parce qu'on a tout essayé. Le vocable de « on a tout essayé » qu'on voit fleurir par ailleurs dans la vie politique, c'est-à-dire si on doit faire le pire, peut-être qu'on va sauver le normal, il y a peut-être des thérapies qui sont un peu inconsidérées, en tout cas qui ne regardent pas bien leurs conséquences et qui appellent sans doute à quelques retours critiques dont beaucoup d'entre eux, à mon avis, ont été au moins évoqués pendant ces 2 journées. Alors, former en établissement, moi j'ai envie de dire tout de suite, mais on forme déjà en établissement. On forme déjà en établissement, ça a été dit, à la fois de la formation initiale, parce qu'il y a du stage, mais aussi la formation continue. Dans le premier cas, je n'en parlerai pas, je crois que Philippe développera, juste pour dire que former dans les murs de l'établissement ne signifie pas forcément une formation d'établissement, voilà, je n'en dirai pas plus. La formation continue, je renvoie ici à des rares travaux que je connaisse en tout cas de Lise de Mailly, qui remonte aussi aux années 80 ou 90, dont le titre, je crois, d'un bouquin est « À quoi sert la formation continue des enseignants ?» et où ce qui m'avait frappé à l'époque, c'était qu'elle montrait bien que la formation continue des enseignants, d'abord, dont vous savez qu'elle est quand même très faible et réduite à peau de chagrin dans les années antérieures. Mais cette formation, dans le second degré en particulier, je connais moins bien le monde du premier, consistait à mettre dans des établissements qui hébergeaient des stages dans l'académie, des gens souvent regroupés par discipline, peut-être selon d'autres modalités, mais dans des cas plus rares. Et donc, les collègues appréciaient beaucoup en général. Vous savez, quand il y a les évaluations en fin de stage, les gens sont toujours euphoriques, ils ont été à nouveau avec des historiens géographes, ils sont le seuls dans leur collège, ils ne peuvent plus parler chiffon, donc là ils sont dans la cœur joie, les gens sont bienveillants, la cuisine n'était pas trop mauvaise, c'était assez bien fléché, voilà. Les bilans de fin de stage, dans les formateurs, j'étais dans cette peau-là, ne peuvent à peu près rien faire, parce qu'il faudrait pouvoir avoir du suivi, les gens, leur sur-académie de Créteil, 2 ans après, ils ne sont plus là, donc il faudrait vraiment des travaux de recherche là-dessus. Mais bref, sur cette question-là, l'établissement sert à un moment donné de réceptacle, de plateforme d'accueil, où en général les gens ont l'habitude et ils font ça très bien, mais une fois revenus dans leur établissement d'origine, ce que montre bien Lise de Mailly, c'est que les beaux projets fabriqués et qui ont suscité l'euphorie du moment et peut-être de la semaine qui suivait, retombent parce que il n'y a pas évidemment de projet collectif et que ça peut même être l'inverse. Les gens qui reviennent avec ces idées complètement subversives, peut-être qu'il faut ne plus prendre de café avec eux dans la salle des profs parce qu'ils sont porteurs d'idées un peu inquiétantes. Donc ce type de formation-là en établissement n'est pas merveilleux. En ce qui concerne la formation
initiale. On voit bien quand on a des retours et des interviews de stagiaires à l'IUFM, autrefois à l'ESP aujourd'hui, même si normalement la formation d'aujourd'hui doit être plus professionnalisante, que les questions de l'alternance ont beaucoup de mal à se mettre en place, beaucoup de mal parce qu'il y a une scission à peu près complète entre les équipes de formateurs, les gens qui sont sur le terrain, pour ne pas parler des universitaires, etc. Et que là aussi l'alternance c'est une sorte de fiction qui peut être localisée à un moment donné parce qu'il y a un établissement, mais qui, je crois, repose assez peu sur une réalité dans laquelle on aurait des reprises réflexives, des pratiques, etc., selon des modèles qu'on commence à connaître depuis pas mal d'années et qui sont en vigueur dans les systèmes de formation d'autres pays. Il peut y avoir et y compris c'est parce que la formation se fait en établissement, qu'on la réinternalise, que c'est une formation intéressante. Moi, j'y vois la même chose que quelque chose sur quoi j'ai travaillé, qui sont les devoirs. Il y a des tentatives aujourd'hui de réinternaliser les devoirs dans les établissements pour éviter qu'ils ne se disséminent dans des officines diverses et variées, mais le fait de le réinternaliser ne garantit absolument pas qu'il y ait une continuité de processus entre les apprentissages dans le cœur de la classe et les manières d'aider les élèves. Donc se méfier des lieux, si vous voulez, comme indicateur définitif de la nature établissementesque ou tale, je ne sais pas comment il faudrait dire, de la formation. Alors, la formation, il y a celle-ci, mais il y a encore une autre formation dans l'établissement. Une formation qui est une formation un peu grise, une formation qui est souvent une formation de contrebande, parce qu'il faut bien se former pour affronter les questions du métier. Lorsque je travaillais aussi sur les jeunes enseignants, beaucoup d'entre eux disaient que c'est dans leur établissement qu'ils apprenaient l'essentiel et le cœur du métier. Et souvent, ils opposaient la formation de l'établissement, ou la formation en établissement, comme on voudra, on pourrait faire la nuance et la développer, à la formation du centre de formation. Et ils trouvaient d'ailleurs parfois sur le terrain des oreilles attentives qui leur disaient « mais oui, ce qu'on t'apprend à l'UFM, c'est des conneries », il y avait des guillemets, hein, et donc regarde-nous comment nous faisons, qui avons les mains dans la glaise, c'est ça la vraie formation. Donc l'établissement pouvait être là une espèce d'unité dissidente qui fragmentait le tissu formatif. Je ne suis pas sûr que ça ne soit pas toujours comme ça, parce que c'est là qu'on se forme. C'est en tout cas une des formations du métier, dans les salles de professeurs, dans les études. En fait, on se forme par études de cas dans ces milieux. Et si la formation officielle n'offre pas des études de cas, alors elles sont offertes sur le terrain de l'établissement, avec des doxas, des vulgates, toutes sortes de choses. La contrebande, il peut y avoir des vraies marchandises, et aussi des contrefaçons. Voilà. Là, c'est un peu pareil. Il y a des savoirs qui ont perdu leur substance et qui sont souvent des modes de rassurance qu'on peut rattacher à ce que Woods appelait les stratégies de survie. Hein. Comment faire pour tenir, c'est combien, plus de 40 ans maintenant, dans le métier, dans des conditions difficiles. Donc voilà, là c'est l'aspect, si vous voulez, on connaît bien, c'est une formation qui peut être à base de recettes. Le propre de la recette étant qu'elle n'est transportable ni chez la même personne dans des circonstances différentes, ni d'une personne à l'autre, ni de l'établissement à l'autre, mais momentanément elle satisfait un besoin de savoir et d'avoir quelque chose. Et on ne peut absolument pas critiquer ni les demandeurs, ni ceux qui s'offrent généreusement à donner des recettes. Il peut y avoir, et au fond, ça fait aussi partie de ce que quelqu'un comme Pierre Perrier appelle la formation à la marge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il appelle globalement l'ordre de la classe l'ordre négocié. Aujourd'hui, l'ordre n'est plus un décalque de l'ordre institutionnel, comme dans certains pays où l'enseignant rentre et fait le frère aîné, et où quand la ministre arrive et que spontanément nous nous levons, il y a encore une forme de sacralité qui fonctionne. Donc là, ça marche avec les élèves, ça ne marche pas forcément, et pour toutes sortes de raisons qu'on pourrait évidemment égrener. Et là, il faut que les enseignants enrôlent de manière permanente et souvent dans de grandes difficultés. Les savoirs donc là de contrebande, je crois, jouent le rôle. Il y a encore un autre aspect qu'on pourrait pointer, qui a été un peu soulevé, mais à mon avis pas beaucoup, et je crois qu'il faudrait le regarder tranquillement dans les yeux, c'est que certains enseignants peuvent craindre que par le biais de plans de formation d'établissement, la politique du chef d'établissement qui n'arrive pas à passer par une autre voie passe par l'enrôlement qui peut être le sien dans un plan de formation
a fortiori s'il a les onctions des centres de formation, des cellules formatrices, etc., etc. Donc là, il y a des dérives possibles. Je sais que dans les... je parle de l'Académie Créteil, hein, où j'ai travaillé, mais lorsqu'il y avait des aides négociées, le souci de la cellule de formation était de faire en sorte que des membres de l'équipe pédagogique participent même à la négociation pour éviter que les directions... parfois avec des projets tout à fait intéressants, mais qui ne correspondaient pas nécessairement, en tout cas peut-être pas aux objectifs, mais même à la sensibilité des équipes, ne soient d'une certaine manière parachutés. Alors pour passer aux aspects évidemment plus intéressants et plus prospectifs, il me semble qu'une des choses qui a beaucoup circulé dans ces 2 jours de colloque, c'est quand même que l'établissement, c'est d'abord des équipes. La thématique de l'équipe m'est apparue, et je crois vous est apparue tout à fait incontournable. Lorsque nous avions travaillé dans la préhistoire de Néopass avec Luc dans une opération qui s'appelait « Entrer dans le métier », période bénie où les néo-titulaires bénéficiaient dans 3 académies en France d'une décharge pour continuer à se former, où on avait quand même compris qu'après 2 ans d'IEFM, on n'était pas formé à la vie pour faire le métier, ce qui est un progrès, à mon avis, assez considérable. Donc là, ils étaient formés et ils avaient en tête de la co-observation. C'était une des modalités qui était proposée. Ça avait au moins, je vais aller très vite là-dessus, mais ça avait au moins 2 mérites. Le premier mérite, c'est qu'ils étaient formés dans l'établissement. Alors, ça a l'air tout bête, mais au lieu de prendre des RER à perte de vue et de continuer à galérer, ils trouvaient assez intéressant le fait d'être formé à domicile. Mais ça, on pourrait dire, bon, c'est un petit confort mineur. Mais ce qui était extrêmement intéressant, c'est que les formateurs d'IEFM ne venaient dans l'établissement, sur leur terrain, sur leur terre, qu'à leur demande, et une fois qu'eux-mêmes avaient commencé à élaborer des problématiques liées à leur pratique. Il y avait quelque chose, moi en tout cas à l'époque, ça m'a donné à réfléchir, parce qu'on a vu des jeunes professionnels qui, de leur aveu, mais bon, on aime bien toujours les choses qu'on fait, mais avaient une accélération, selon eux, de formation et de prise en compte de problèmes que l'on rencontre beaucoup plus tard, ou en tout cas que l'on prend de manière tellement massive que parfois il faut une vie professionnelle pour arriver à les démêler et à commencer à les régler. Donc là, cette façon de travailler entre eux avait un deuxième avantage que j'ai retrouvé aussi dans beaucoup de vos échanges d'hier et d'aujourd'hui, c'est l'acquisition de ce que certains appelaient, ou en tout cas de ce qu'on avait traduit, mais le traducteur est un traître, ce qu'on avait traduit avec Luc comme l'idée d'un regard professionnel. C'est-à-dire que des jeunes enseignants nous disaient maintenant, je me regarde moi-même de la façon dont les autres me regardent. Alors là, on trouvait que c'était pas mal comme progrès, ne serait-ce que parce que se regarder de la façon dont les autres nous regardent, ça mettait immédiatement les élèves dans le jeu, et je crois rebondir là sur des choses qui ont été dites il y a 1 heure à peu près, peut-être moins, au sens où dès que vous regardez une classe et que vous n'êtes pas centré sur vos papiers, sur la séquence didactique que vous devez faire, les jeunes qui étaient là et qui regardaient disaient « mais tu sais, là, quand même, tu as parlé à 5 élèves pendant le cours. Ah bon, c'est pas possible, mais si, je t'assure, etc. » Et s'en suivaient des débats tout à fait intéressants, à l'issue desquels on voyait des progressions, hein, où les jeunes professionnels, encore une fois, essayaient d'intérioriser le regard de l'autre, un petit peu comme s'ils avaient la vidéo, hein, à l'époque, ils n'avaient pas, comme si cet œil était là, était un œil théorisé, réfléchi, et qui instaurait la présence de l'autre que moi, en train d'être à la production et de régler 20 000 questions dans l'instant, puisque je renvoie aux travaux de Pernoud en particulier. Le métier d'enseignant est un métier de décisions hyper rapides, hein, qui se font comme le tir instinctif. Alors on espère que les habitus professionnels, puisque Pernoud employait le terme à Bourdieu et le retravaillé, que les habitus professionnels permettent d'aller au-devant de nouvelles situations avec des positions un peu plus armaturées, mais ça passe par ce travail. Et de ce point de vue-là, le regard de l'autre est absolument, je crois, décisif. Moi, je suis heureux de voir que ces questions-là sont agitées, qu'elles ont été présentées par les équipes de Garcia Lorca, de Toulouse et d'autres, et vous m'excuserez d'en oublier. Il y a quelque chose, alors je vais refaire dans les tapas, moi aussi, parce que les tapas, c'est quand même très très beau. Je me suis dit, voilà, ce matin, mais pourquoi ils appellent ça tapas? Alors, tapas, c'est assez amusant. Il faudrait vous dire quand même ce que c'est que tapas. Parce que... Oui, alors les tapas, je vais te piéger. C'est quoi des titulaires qui accompagnent les professeurs? Voilà, titulaires accompagnant les personnels arrivants, avec un S puisque c'est au pluriel, voilà. Et donc les personnels arrivants, c'est donc il y a la hiérarchie PAS, TAPAS, macro-TAPAS, et il y a même du SMIC. Hein. Donc il y a plein d'acronymes. Alors, je dirais pourquoi cet intérêt pour les acronymes? Mais si, parce que quand on fait des acronymes,
c'est comme si on se situe comme une institution, c'est-à-dire qu'il va durcir dans des choses qui circulent entre tous, des mots dans lesquels on se repère et pour lesquels il y a besoin d'une traduction quand on vous explique ça devant un colloque. Donc là, ça veut dire qu'on est dans un établissement qui est en train d'instituer quelque chose et qui l'institue dans la durée. Et je trouve ça, par-delà le côté anecdotique, exotique de la chose, je trouve ça tout à fait intéressant. Lorsque mes étudiants de Saint-Denis parlent d'eux, comme ils disent les élèves, ils ne disent pas les étudiants. Et ils ne disent pas non plus qu'ils sont étudiants. L'idée qu'ils puissent avoir un T-shirt avec Paris 8 Saint-Denis est une idée absolument extravagante. Parce que beaucoup de jeunes d'aujourd'hui ne sont pas membres d'une institution, viennent là en passant, continuent à s'appeler les élèves comme s'ils étaient des bacheliers un peu prolongés, mais ne rentrent pas dans le statut d'étudiant avec ce qui supposerait d'autonomie, etc. Je veux dire qu'on a là, si on essaie de faire des analyses un peu sauvages en termes d'institutions, des choses véritablement très différentes. Et je trouve que c'est un signe excellent, même s'il ne faut pas juger qu'aussi, le besoin ressenti d'institutionnaliser des choses, parce que c'est un souci qui a été exprimé par nombre d'entre vous. Qu'est-ce qui se passe demain? Qu'est-ce qui s'en va? Qu'est-ce qui se passe quand les chercheurs enchanteurs ne sont plus là? Est-ce que ça va durer? Et je crois que c'est en effet une des solutions que de trouver des modes. Il faut innover, j'ai entendu beaucoup ça, mais il faut innover, il faut des routines, parce que sinon, ce que disait Patrick Maillan aussi, il y a besoin d'habitude. Il y a besoin d'habitude. Voilà. Donc ça, c'est un point qui me paraissait intéressant. Un deuxième point intéressant, dans les 5 minutes qui me restent, un autre point intéressant, c'est que le point de vue de l'autre, il peut être instauré aussi par des savoirs. Alors ça, ça a été exprimé dans beaucoup de comptes rendus. Le savoir, je pense à ce qu'a fait hier un certain groupe d'éducation nouvelle que tout le monde reconnaîtra, mais que je ne nomme pas évidemment, lorsqu'il nous montre, il nous fait analyser la structure de ces formations. Quelqu'un dit, mais à chaque fois, il y a des savoirs théoriques. Ils disent, ben oui, voilà. Nous, on pense qu'il faut à la fois faire du très ponctuel, mais on ne peut pas le faire si on n'a pas derrière Vygotsky, Brunner, qui on voudra, qui sont là pour précisément éviter que les formations deviennent des formations maison, avec des arguments maison, ce qui serait la pire des choses, je crois, et la pire des cautions, au fond, d'un système qui ne sait pas traiter à la fois l'individu avec la vocation universelle qui est celle de l'éducation nationale, et je crois que tous ici, aucun d'entre nous n'a renoncé à ça, mais en même temps, qui soit capable de s'ouvrir à des singularités longtemps négligées. Mais à une époque, on pouvait aussi ne pas regarder les singularités parce qu'elles avaient été déjà relativement nettoyées avant d'arriver dans les endroits prestigieux du second degré ou du supérieur. Donc, faire du tiers par les savoirs, ça peut être par des travaux, ça peut être aussi par des réseaux. Je crois que c'est une autre solution que spontanément trouvent les acteurs. Le fait de se corréler avec, d'être par exemple dans des réseaux d'établissements. Je sais que dans le cas de la FESPI, qui est la Fédération des enseignements secondaires publics innovants, les établissements ont pris des habitudes aujourd'hui de se former. Le collège Clistène à Bordeaux en forme d'autres. Le collège, le lycée, le micro-lycée de Melun-Sénart, lui aussi devient formateur. Donc là, je trouve qu'il y a des phénomènes véritablement intéressants qui ne sont pas juste des manières de se gargariser en disant il y a des acteurs qui font des choses. Il y a des initiatives qui construisent sur la durée et avec véritablement du corps. Les LEA, bien évidemment, participent très certainement à cette affaire-là, parce qu'une chose est d'innover, autre chose est de capitaliser et de diffuser. Nous sommes dans un système dans lequel il y a des gens courageux, audacieux, qui innovent beaucoup, qui quelques années après soit sont mutés, soit se lassent, et il faut réinventer à nouveau ce qui pourtant, à condition d'être recontextualisé, reproblématisé, pourrait être porteur et éviter des années d'errance à des gens qui pourraient bénéficier de ça. Je crois que ça, c'est vraiment une chose tout à fait importante, mais qui, du coup, va poser la question des collectifs. Quels sont les collectifs qui forment, avec de redoutables questions institutionnelles, Quel est le rôle des inspections là-dedans? Reconnaît-on le rôle de formateur qui pourrait... Moi, j'ai été longtemps un enseignant associé à l'INRP comme membre d'équipe de recherche. J'ai toujours regretté que les enseignants associés à l'INRP n'aient pas un rôle plus important de formation lorsqu'ils revenaient dans leurs académies. Il y a là des gens qui avaient été frottés à la recherche pendant des années, qui avaient fait des choses merveilleuses, et ce capital, qui avait en plus coûté cher au budget de la nation, a été à peu près stérilisé, et y compris les gens avaient l'impression de revenir à la circulation, si vous me passez l'expression, et que ce trésor-là soit gaspillé. Je trouve que c'est vraiment dommage, et qu'il y a des réflexions à mener de ce point de vue.
Il faut, comme le disait la proviseure du lycée de Toulouse hier, si j'ai bien compris, si je lui attribue bien ses bons propos, il faut aussi s'autoriser contre l'inspection. Hein, j'ai pris ces mots au passage. De la même manière que Robert Ballion pouvait dire il y a maintenant une trentaine d'années, il ne faut pas dire ces choses-là, ça, hein, disait que le lycée était une cité à construire. Je pense que l'établissement formateur est un établissement à construire. Ce colloque, évidemment, sera un gravier, peut-être une pierre, une brique dans cette construction. Juste deux choses pour terminer, en ayant parcouru de manière très rapide les fiches que vous avez remplies. Dans les propositions que vous faites, j'ai trouvé qu'il y avait à chaque fois, pratiquement, deux propositions, et ça me semble justement répondre au souci un peu sociologique qui est le mien, c'est que beaucoup d'entre vous, même la plupart, disaient il faut que ce soit inscrit dans le projet d'établissement, il faut que ce soit inscrit dans le temps, il faut que ce soit inscrit dans les lieux. Alors après l'inscription dans le temps, ça pose la question des vacances, de l'annualisation du service des enseignants, enfin, bon, des choses qui fâchent sur le plan politique et syndical, mais à un moment donné, il faut, je pense que l'autorité les regarde en face et sans doute les brave, parce que sinon on est coincé pour des choses qui sont vraiment gênantes. Il y avait donc cette inscription dans le temps, dans l'espace, dans les préoccupations de gens, mais il y avait aussi un souci des dispositifs. Alors j'ai noté des choses, on propose un conseil pédagogique de la formation dans l'établissement, on propose de la co-observation, des outils d'auto-évaluation, des équipes de premier et deuxième degré. L'imagination est au pouvoir. Hein. On conçoit des établissements en réseau, hein, mais ce sont des choses qui sont en train de se faire. J'en resterai sur ces pistes qui me semblent conjuguer innovation et pérennité. Et c'est ça, cette dimension, au fond, méso de l'établissement. Parce que pour l'instant, ou bien l'établissement a été oublié, y compris dans les plans architecturaux, ou bien il apparaît comme une base de repli presque délinquante par rapport à l'institution. Ce niveau intermédiaire est sans doute le niveau sur lequel vous êtes en train d'agir, et il faut continuer. Merci. Avantage pour les grands témoins, il n'y a pas de questions, ils sont protégés. Donc pas de réaction virulente par rapport aux propos. Cher Philippe, c'est toi qui vas clore. Je voudrais dire tout le plaisir que j'ai de t'accueillir. Je ne reviendrai pas sur l'histoire de l'INRP. En tout cas, j'ai vraiment un grand plaisir de t'accueillir sur la chaire UNESCO. Nous allons te donner une demi-heure pour conclure ce colloque. Non, je ne prendrai peut-être pas une demi-heure pour ne pas vous prendre trop de temps. D'abord, remercier Luc et toute son équipe de m'avoir invité. Et puis, vous remercier, vous, et en particulier tous ceux et toutes celles qui sont intervenus, soit dans les ateliers, soit dans les tables rondes, pour la richesse de leur apport. Alors, un petit peu comme l'a dit Patrick, c'est assez compliqué ce rôle de grand témoin, parce qu'on regarde les questions qui sont posées, les apports qui sont faits avec le prisme qui est le nôtre, à travers ce que Patrick a appelé des filtres. Et évidemment, je ne vais pas échapper à ce travers. Je voudrais néanmoins, avant de rentrer dans les remarques elles-mêmes, dire que j'ai été particulièrement impressionné par le fil rouge qu'a constitué l'effort de professionnalisation intelligente dans l'ensemble des apports qui ont été faits, et en particulier de la construction de ce praticien réflexif qui maintenant est presque un mythe depuis l'énoncé de cette formule par Schoen il y a déjà quelques années, mais que, me semble-t-il, vous contribuez à démythifier et à quoi vous donnez corps concrètement à travers des établissements, des équipes, des dispositifs, à travers également des productions qui sont aujourd'hui mises à disposition de tous par Luc et par son équipe. Alors à partir de là, je vous ferai deux petites parties dans mes remarques. Une première partie qui sera assez hétérogène et impertinente autour de la formation en établissement. Et puis une deuxième partie qui se voudra plus homogène et qui sera un retour. Elle sera un peu plus approfondie que la première sur les modèles et les interrogations de l'exposé liminaire que nous a fait Patrick Maillien hier matin à propos de la situation à potentiel d'apprentissage professionnel. Et j'essaierai de relire un certain nombre de choses que vous avez dites en m'interrogeant. Patrick Picard l'a fait tout à l'heure, mais je le ferai aussi à ma manière pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans les situations que vous avez décrites
qui est vraiment porteur de potentiel d'apprentissage et comment on peut le formaliser et donc sans en faire un idéal, en tirer un certain nombre de conclusions qui nous permettent d'améliorer l'existant. Alors, une première remarque d'abord extrêmement triviale et qui parlera à quelques-uns et quelques-unes dans la salle, c'est qu'au fond, vous avez confirmé ici des intuitions qui traînaient sans être tout à fait acceptées dans les travaux éducatifs, et je pense en particulier au regretté Michael Huberman, qui avait travaillé avec nous il y a de nombreuses années maintenant, dans le département de l'Ain en particulier, pour une expérimentation de formation par mutualisation des pratiques, et qui nous disait, vous savez, au fond, pour l'efficacité professionnelle d'un enseignant, un échange entre deux cours d'un collègue qui donne un tuyau à un autre, ça vaut souvent beaucoup mieux que plusieurs journées, voire plusieurs stages de formation. C'est directement utilisable, ils en reparlent quand ils sortent. En réalité, on dit que c'est une recette, mais le mot recette est souvent utilisé pour dévaloriser ce qui est en réalité un savoir un peu clandestin, mais qui est un savoir professionnel tout à fait déterminant, dès lors qu'il est inscrit dans une dynamique et qu'il n'est pas figé, dès lors qu'il est échangé et que l'on stimule ces échanges. Au fond, Huberman avait, me semble-t-il, parfaitement raison, d'autant plus qu'il ajoutait qu'il revenait à l'institution, non pas de déserter le champ de la formation, mais d'investir précisément les interstices pour activer massivement ces échanges entre enseignants et pour faire en sorte qu'ils permettent d'accéder à ce qui a été décrit comme étant de la décentration et qui permettent de créer une dynamique professionnelle. Je vous rappelle aussi que dans un livre paru juste avant sa mort, Michael Huberman, qui s'appelait « La vie des enseignants », insistait particulièrement sur le caractère cyclique, sur le vieillissement dans la carrière, sur les différentes étapes, et proposait des repères qui me semblent toujours pertinents sur les moments des différentes formations dans les carrières et sur la nature qui varie en fonction du moment où on est dans la carrière des différentes formations. Il me semble extrêmement important de regarder cela. Il insistait sur le passage des 10-11 ans, il insistait sur le rapport entre l'expérience et le statut, sur le rapport entre l'expérience, le statut, le changement de lieu. Il insistait sur toute une série de variables qui pourraient nous permettre, me semble-t-il, de repenser la carrière des enseignants en s'interrogeant sur, au fond, une façon d'inscrire l'enseignant comme vecteur de formation à travers toute sa carrière et pas simplement comme consommateur de formation. Alors le deuxième élément, toujours très rapide dans cette première série de remarques, c'est évidemment ce qui est sorti, et j'étais à l'atelier animé par, je le citerai moi, alors le GFEN ce matin, mais ça a, me semble-t-il, émergé à travers de nombreuses autres interventions, c'est le principe d'isomorphisme, hein, dans un rapport de l'OCDE, je crois, de 64 déjà, sur la formation des enseignants, les auteurs concluaient, mais aucun d'entre vous n'était né à cette époque, hein, les auteurs concluaient que bon, globalement, les enseignants, à peu près comme toutes les personnes formées, ne font jamais ce qu'on leur dit de faire quand elles sont face à des élèves, mais toujours ce qu'on a fait avec elles. Voilà. Le rapport pointait en particulier ces professeurs d'école normale qui font des leçons pour expliquer qu'il n'en faut point faire. Et il montrait que précisément cette méthode était tout à fait contre-productive. Alors on l'a bien entendu et les collègues du GFEN l'ont montré d'une manière tout à fait remarquable. Ce principe d'isomorphisme est aussi un principe de cohérence entre ce que nous voulons pour nous enseignants, mais aussi ce que nous voulons transmettre à nos élèves, avec néanmoins une difficulté réelle à la fois philosophique, anthropologique et institutionnelle. C'est que les enseignants sont des adultes, donc ils sont dans une logique de formation, ils choisissent ce à quoi ils se forment par définition, alors que l'enfant ne peut pas choisir ce à quoi
on le forme et ce qu'on lui enseigne, sinon c'est qu'il serait déjà éduqué. Il y a donc une différence de statut sur laquelle Hannah Arendt a écrit des pages assez indépassables. Donc il y a une difficulté de cette nature-là, mais il y a une difficulté peut-être institutionnelle que, me semble-t-il, certains d'entre vous ont exprimé à travers leurs propos, c'est que ce principe d'isomorphisme se heurte au fait que l'école n'est pas centrée sur le principe de la formation, qu'elle reste centrée sur le principe de l'enseignement. Et que le problème de la formation initiale des enseignants, c'est que c'est toujours, pour l'essentiel, un paradigme d'enseignement et non pas un paradigme de formation. C'est-à-dire qu'on n'accompagne pas un trajet, on n'accompagne pas l'évolution d'une personne à partir d'une dialectique entre un certain nombre d'activités, mais on lui propose un certain nombre de contenus de savoir que la personne est censée assimiler, et surtout entre lesquels elle est censée faire l'unité. Il y a une sorte de dévolution à la personne de la mise en relation, non pas de la théorie et de la pratique, mais de ce qui s'apprend dans différents lieux. C'est ce qui se passe évidemment à l'école et c'est ce qui met un nombre considérable d'élèves en grande difficulté. Et c'est ce que nous risquons aussi d'avoir en formation. Ce qu'a évoqué Patrick tout à l'heure sur les difficultés de l'alternance et de la véritable alternance, et qu'avait évoqué notre collègue Patrick Mayen hier, c'est que l'alternance reste éminemment problématique dans tous les domaines, pour toute une série d'éléments que je ne préciserai pas ici, parce que ce serait beaucoup trop long, mais qu'elle est pour l'essentiel dévolue dans son mécanisme intégratif à la personne qui est déjà capable de l'effectuer, c'est-à-dire qui en a le moins besoin. C'est-à-dire à celle qui sait mettre en relation ce que les différentes institutions lui apportent. Donc ce principe d'isomorphisme me semble important, il interroge la formation, mais il interroge aussi l'enseignement de nos élèves. Et il me rappelle ce propos déjà ancien de Jean-Luc Nancy, se demandant si il ne fallait pas réinterroger l'institution scolaire pour lui permettre d'être plus formative et moins calée et construite sur le principe de l'enseignement, lui-même héritier, vous le savez, d'une forme scolaire relativement pas très ancienne, mais enfin relativement ancienne, c'est le modèle simultané imposé par Guizot. Troisième remarque très rapide, il m'a semblé à plusieurs reprises sentir émerger dans les propos, sans que cela soit nommé, mais je le nommerai à ma manière ici, ce que j'appelle moi dans mon discours la spécificité du pédagogique. Non pas au sens de transversal. Moi je suis assez rétif à l'opposition disciplinaire transversale. Le transversal ne me paraît pas avoir un statut épistémologique très clair aujourd'hui. Il me semble qu'on aurait tout intérêt à travailler sur ce qu'on met derrière ce transversal, parce que si ça ne sont pas des contenus de savoir stabilisés, c'est un peu problématique. Il faudrait peut-être regarder de plus près. En revanche, beaucoup de choses me sont apparues relevées du registre pédagogique dans la mesure où elles me sont apparues relevées de ce en quoi épistémologiquement la pédagogie fait rupture avec les sciences humaines, et en particulier avec une certaine conception applicationniste des sciences humaines qui consiste à penser que quand on a trouvé le problème, la solution est contenue dans le problème comme la noix dans sa coquille. Une manière qui d'ailleurs nous tire progressivement, il y a des travaux que Luc connaît bien, vers un modèle, on va dire pharmaceutico-médical, qui consiste à penser que l'identification du symptôme en matière éducative fournit immédiatement le remède, ce qui se traduit d'ailleurs dans le vocabulaire que nous utilisons quotidiennement par problème remédiation, difficulté remédiation, le mot remédiation étant lui-même un mot qui renvoie au domaine médical. Or, ce qui me paraît caractériser la pédagogie précisément sur le plan épistémologique, et ce qui fait rupture avec une forme de psychopédagogie qui a longtemps dominé dans les écoles normales, c'est qu'elle assume l'idée que la solution est créée, qu'elle est inventée, qu'elle est construite et qu'elle est
construite sans être déductible de l'analyse du problème, que le problème ne fait qu'éclairer, mais en aucun cas déterminer la construction de la solution. J'étais un petit peu surpris ce matin de la façon dont, dans la table ronde, on a très vite écarté le collègue qui avait ses cartons rouges, ses cartons verts et ses points d'interrogation. Pas du tout parce que je considère qu'il faut imposer ça à tout le monde, mais parce que je me dis il a trouvé quelque chose. Il explique d'ailleurs pourquoi il le fait. Il l'explique d'une manière assez convaincante que ça lui permet. Alors on peut tout à fait dire c'est pas bien ou contester cette utilisation, mais il me semble qu'il y a là quelque chose qui relève de l'inventivité pédagogique et que ce que nous avons à mettre en commun, c'est nos inventivités pédagogiques. Si nous nous contentons de croire qu'à force de décortiquer les difficultés des élèves, on trouvera les solutions pédagogiques, c'est comme si nous pensions que les conditions de la construction du futur sont entièrement contenues dans l'analyse du passé. Bien sûr que non. Vous pouvez comprendre pourquoi un élève est bloqué en maths, avoir une analyse clinique, psychanalytique, tout ce que vous voulez. C'est pas ça qui vous donnera l'outil didactique qui vous permettra de faire en sorte que les mathématiques aient du sens pour lui. Voilà, il y a là quelque chose que j'ai trouvé très fort dans tout ce que vous avez dit, c'est que c'est pour moi de la pédagogie au sens épistémologique du terme, c'est-à-dire c'est de la créativité praxéologique éclairée par à la fois des apports théoriques et à la fois une réflexivité collective. Et ça me paraît extrêmement intéressant. Quatrième remarque, je vais très vite, d'autant plus que Patrick l'a évoqué. Vous l'avez dit à plusieurs reprises, ça a été flagrant dans la table ronde à laquelle on vient d'assister, mais c'était la conclusion et le leitmotiv permanent de toutes les fiches d'hier matin, c'est votre désir d'institutionnaliser les temps de formation en établissement. Alors je partage exactement ce qu'a dit Patrick, ça me paraît évidemment extrêmement important, c'est compliqué, il y a des collègues qui ont fait des propositions qui sont, me semble-t-il, tout à fait envisageables, l'allongement de l'année scolaire de 2 ou 3 jours pour laisser des plages disponibles me semble participer des idées, de même d'ailleurs que l'annualisation, mais dont on sait qu'elle pose des problèmes lourds. En tout cas, il me semblerait important qu'un message, un signal soit envoyé par vous auprès des institutions pour dire que cette formation en établissement a besoin de lieux, parce que parfois il y a des problèmes de lieux aussi, il y a aussi des problèmes de salles dans les établissements, j'y reviendrai dans un instant, à la fois besoin de lieux, d'un peu de matériel, parce que la vidéo ça a besoin d'un peu de matériel, vous savez qu'aujourd'hui il n'y a quasiment plus de budget pédagogique dans les établissements, il est entièrement de l'éducation nationale, c'est les collectivités territoriales qui le financent. 99% du budget de l'éducation nationale est constitué des salaires, alors qu'en 2002 c'était 94%. Donc les budgets pédagogiques ont quasiment disparu. Donc il faut à la fois évidemment du temps, de l'espace, un peu de matériel et un peu de moyens pour accompagner ne serait-ce qu'un tout petit peu les intervenants extérieurs. Donc j'insiste là-dessus. 5e point. La table ronde d'hier a été beaucoup construite autour de l'idée d'établissement formateur. Et je l'ai écouté avec beaucoup d'intérêt et en même temps une petite interrogation. C'est-à-dire je me suis demandé est-ce qu'on parle vraiment d'établissement formateur ou de formation en établissement ? Parce que pour moi l'établissement formateur, d'abord ça ne peut pas être formateur que des enseignants. Il y a dans l'établissement évidemment les personnels d'encadrement, les personnels administratifs, les personnels de service et les élèves. Et il me semble que si on parle d'établissement formateur, il ne faudrait pas complètement oublier ces dimensions-là. Je ne dis pas que le chef cuisinier a une importance sur les résultats scolaires aussi grande que les professeurs de mathématiques, mais en tout cas, il participe de l'écosystème établissement.
Et il me semblerait intéressant de réfléchir à un moment ou à un autre à ce que l'établissement constitue en tant que groupe complet. Alors je sais bien que les statuts, la dépendance de certains par rapport aux collectivités territoriales ne facilitent pas la mise en place d'activités collectives, mais il me semble qu'au moment où on parle beaucoup de citoyenneté, il y aurait un témoignage fort à apporter aux élèves, c'est d'envisager que de temps en temps, les femmes de ménage puissent aussi discuter avec les enseignants sur les questions de pédagogie. Je pense que c'est une question de dignité pour elles, de compréhension et d'intelligence du lieu dans lequel elles travaillent, et aussi peut-être d'écoute de ce qu'elles auraient à nous dire, parce que souvent ce sont, dans un certain nombre d'établissements, les seuls à habiter dans un rayon de moins de 300 mètres. Et à ce titre, elles ont aussi des choses à nous apporter sur ce qui s'y passe. Alors, il y a évidemment tous ces personnels, et il me semble que si on part vraiment d'établissements formateurs, il faudrait peut-être expérimenter un petit quelque chose autour de ça, enfin, faire bouger un peu les frontières. J'ai été très sensible à ce qui a été dit cet après-midi sur la participation des élèves, et à cet égard, je trouve cette chose extrêmement prometteuse, intégrer le regard de l'élève en donnant une forme de légitimité à son propos, à condition de former l'élève à ça. C'est-à-dire à condition de ne pas présupposer que l'élève de 5e moyen de Vénissieux est capable d'exprimer clairement un point de vue sur ce qui se passe en anglais sans qu'on ait un peu travaillé avec lui en amont sur la façon dont il peut s'exprimer, parce que sinon ça clash, et il y a les spécialistes du « je vous l'avais bien dit » qui vous disent « voyez bien, quand on demande aux élèves, ils font que vous insultez ». Donc la parole aux élèves est évidemment quelque chose à quoi je crois beaucoup. Si en amont, cette parole fait l'objet d'un tout petit peu de formation, si la formation des délégués d'élèves est mise en place, mais pas seulement des délégués d'élèves, si les heures de vie de classe sont utilisées aussi pour ça, etc., etc., vous imaginez tout ce qu'il y a derrière. Et puis quand moi j'entends établissement formateur, je pense aussi au cadre d'une manière plus globale. Alors Patrick a évoqué les travaux de Madame de Rouet-Besson sur l'architecture. Il est évident que l'établissement formateur, c'est une architecture aussi, c'est un environnement, y compris un environnement matériel. Moi, je suis parfois un peu choqué, je vais un peu plus dans les établissements ces derniers temps, parce que j'appelle une sorte d'avachissement institutionnel, c'est-à-dire de classe où on trouve sur l'armoire des photocopies d'il y a 5 ans, sur le mur des affiches d'il y a 3 ans, et où on fait rentrer des élèves sans s'être assuré que la structure de la classe était bien adaptée au travail qu'on va leur faire faire. Moi, à cet égard, je nous trouve encore, pour reprendre ce que disait Freinet, insuffisamment matérialiste, c'est-à-dire insuffisamment attentif à ce que l'établissement est dans sa réalité matérielle formatrice. Matérielle, la manière dont les élèves se déplacent, dont ils courent ou non, etc. Tout cela contribue à former, et les lieux de travail, etc. continuent à être essentiels. Moi, je milite depuis très longtemps en vain pour que les enseignants aient des bureaux dans les établissements, etc. Je crois qu'il ne faut pas abandonner ça. Je crois qu'un établissement formateur ne peut pas être un établissement où les enseignants n'ont pas de lieu pour travailler. C'est pas possible. Donc nous avons là des choses sur lesquelles il faut rester vigilant. Puis sixièmement, juste un mot sur la notion d'amis critique qui avait été évoquée dès l'introduction par Luc. Le chercheur comme ami critique, moi j'y crois et je pense que c'est important. Je me pose néanmoins une question qui sera l'ami critique des amis critiques, quoi. Parce que il me semble important que l'ami critique ne s'institutionnalise pas comme en surplomb par rapport à ce qu'on pourrait appeler à tort les praticiens. Comme si les chercheurs n'étaient pas des praticiens. Ils sont évidemment des praticiens avec leurs étudiants, et il faut leur demander d'expliquer comment ils font eux avec leurs étudiants, bien évidemment, mais ils sont des praticiens également dans leur recherche, parce que la recherche est une pratique, et toute recherche est en soi une pratique. Comme le dit Bruno Latour, les mots de théorie et pratique ne sont pas opposés, et surtout non pas d'opposés. Non pas d'opposés.
Donc cette question d'amis critiques me paraît essentielle, et j'ai trouvé dans la table ronde de cet après-midi, animée par Patrick Picard, quelque chose de fort, qui est la dialectique entre le père et l'expert. Je crois que la clé, c'est d'être suffisamment proche pour que l'autre sente que et perçoivent qu'on est embarqué dans le même navire, est suffisamment différent pour avoir une légitimité dans ce qu'on lui dit. Si on n'a pas cette dualité qui consiste à être suffisamment le même pour être entendu et suffisamment différent pour avoir quelque chose à apporter, on n'a évidemment pas sa place. Ce qui pose un certain nombre de problèmes institutionnels. Moi je le dis d'une manière très simple, qui interroge le statut d'un certain nombre de gens, qui soit sont perçus comme des trop proches et donc sans spécificité. Bon, il vient nous faire travailler, il vient nous faire parler, et puis quand on a parlé, bon bah c'est fini, on a parlé, ça a été sympa. Soit sont perçus comme n'étant plus confrontés au même problème, donc n'ayant pas légitimité à apporter des solutions. Voilà. Il me semble qu'il faut vraiment réfléchir à cette dialectique et qu'elle est absolument essentielle. Elle est d'ailleurs constitutive de ce que les collègues néo-piagétiens appellent le conflit socio-cognitif. Il n'y a pas de conflit socio-cognitif s'il n'y a pas à la fois de la ressemblance et de la différence, puisque c'est la condition pour qu'il y ait de l'échange. Juste, j'ai mangé quasiment tout mon temps, je voudrais conclure par ce que j'avais annoncé, c'est-à-dire un retour un tout petit peu plus précis sur les interrogations de Patrick d'hier matin. J'ai trouvé très très pertinente son intervention sur la notion de situation à potentiel d'apprentissage professionnel. Alors toujours à travers notre prisme, parce qu'elle a résonné en moi avec les travaux que j'avais faits il y a déjà longtemps sur les interactions entre pairs, mais qu'il a porté sur les élèves, pas sur les enseignants. Et j'ai trouvé qu'il y avait un certain nombre de clés absolument essentielles qu'on a retrouvées pour une grande partie dans vos propos. J'ai trouvé que la notion de parenthèse intellective était extrêmement intéressante. Je n'utilisais pas ce terme, j'utilisais d'autres termes, mais dit ainsi, ça me paraît tout à fait important. Et j'ai trouvé très intéressantes les conditions qu'il mettait pour qu'il y ait des situations à potentiel d'apprentissage professionnel. Alors j'ai essayé de les retrouver dans ce que vous avez dit. Et j'en ai identifié 6. Alors bon, je vais juste les énoncer. Il me semble que la première des conditions, c'est l'hétérogénéité. L'hétérogénéité au sens où je l'ai indiqué tout à l'heure. C'est-à-dire où il y a suffisamment de différences d'expérience, de compétences dans le groupe, à travers l'intergénérationnel, on l'a vu, à travers les anciens et les nouveaux, à travers la posture institutionnelle des gens, pour qu'ils aient des choses à se dire. Mais la deuxième condition, qui a été évoquée très bien hier par Patrick, au moins à demi-mot, c'est que malgré l'hétérogénéité, le réseau fonctionne de manière, comme le disait Flamand jadis, homogène. Et ça, c'est une grande difficulté. Parce que c'était quelque chose que faisait remarquer Jacques Bernardin ce matin, l'hétérogénéité peut amener tout simplement à la spécialisation productive telle que Patrick l'a décrit hier chez le garagiste. C'est-à-dire que celui qui sait faire, fait, celui qui ne sait pas faire, fait pas, et le groupe hétérogène, chez les élèves comme chez les enseignants, comme je l'ai vu dans un des 2 ateliers auxquels j'ai participé, se structure spontanément en concepteurs, exécutants, chômeurs et emmerdeurs. Voilà. Et cette structuration spontanée en concepteur, exécutant, chômeur et gêneur, si on la laisse prendre le pas et devenir le mode de fonctionnement du groupe, il est évident qu'il n'est plus un collectif d'apprentissage et un collectif de formation. Et là, je trouve qu'il y a une responsabilité essentielle. Moi, j'ai travaillé un petit peu sur cette question au niveau des travaux d'élèves. En particulier, j'ai beaucoup insisté sur ce que j'ai appelé dans certains travaux le moment Makarenko, c'est-à-dire le moment où quelqu'un dit il faut arrêter la spécialisation dans les travails de groupe et imposer la rotation des tâches, parce que la rotation
rotation des tâches, y compris des tâches de responsabilité, est la seule manière de former des gens à ce qu'ils ne savent pas faire, alors que si on n'impose pas la rotation des tâches, il y a évidemment toujours des spécialisations indues, des prises de pouvoir, des manières de s'approprier, de prendre l'emprise sur l'autre, qui squeeze l'apprentissage. Et ce qu'on a vu à travers certaines utilisations de la vidéo, c'est bien précisément cette rotation instituée, pas faite d'une manière facile, mais assumée comme telle, comme étant l'outil d'accès à une hétérogénéité qui fonctionne selon un réseau homogène et pas qui structure une division du travail centrifuge qui est toujours excluante d'un certain nombre de gens. Troisième élément que j'ai, me semble-t-il, identifié dans la façon dont vous travaillez, c'est la distinction que je considère comme fondamentale en pédagogie, évidemment, entre la tâche et l'objectif, entre le savoir et l'apprendre, si vous voulez. Moi, vous savez peut-être que je pense que, contrairement à ce qu'on dit, les enfants ne veulent pas du tout spontanément apprendre, ils veulent spontanément savoir et ils préfèrent savoir sans apprendre. Et que donc la grande difficulté, c'est de leur permettre d'apprendre et de comprendre que pour apprendre, il faut comprendre et que, contrairement au progrès technique qui leur permet de savoir sans apprendre, l'école est un lieu où, comme on le disait hier, Patrick, il faut ouvrir le capot. Il me semble donc important que on soit perpétuellement en dialectique, mais lucide entre la tâche et l'objectif. Alors, j'ai senti que cette dialectique émergeait. Moi, personnellement, dans mes travaux, il m'a semblé que les groupes étaient d'autant plus efficaces que la distinction était plus claire. On peut faire travailler des néo-titulaires avec des stagiaires, avec des professeurs confirmés pour faire préparer une séquence d'apprentissage. Je vois des collègues qui ont fait ça et qui font probablement encore ça, voire une séquence d'apprentissage interdisciplinaire. Et c'est une tâche, et c'est une tâche. Et c'est une très belle tâche formatrice, hein. On les fait travailler ensemble avec la précaution que j'ai indiquée tout à l'heure pour que les titulaires ne fassent pas tout, hein, je m'arrête. Mais cette tâche doit bien évidemment être passée au crible des objectifs de formation et ça m'amène à la quatrième dimension absolument indispensable qui est celle, ça a été aussi rappelé par Jacques Bernardin ce matin, de l'explicitation, de l'évaluation et du transfert, qui doivent être des objets de formation. Et donc la formation ne peut pas s'achever sans qu'il y ait eu le travail d'explicitation, d'évaluation et de transfert, et de travail sur le transfert, en particulier sur le triptyque contextualisation, décontextualisation, recontextualisation dans d'autres contextes, etc., avec cette métrique des contextes qui est évidemment tout à fait essentielle. Cinquième élément, je vais très vite, la continuité, tout ceci ne peut pas se faire sans la continuité. Sans une continuité qui soit pas... Alors on a parlé de formation perlée, de formation continue, de formation suivie. On a expliqué les 2 jours au moins. Bien évidemment, oui. La continuité, ça peut être aussi, et là on peut utiliser l'informatique, ça peut être aussi une continuité avec un travail à distance, un travail collaboratif, un travail coopératif. Je crois que nous disposons aujourd'hui de moyens pour introduire de la continuité en non présentiel qui nous facilite cela et qu'on n'utilise peut-être pas suffisamment. Voilà, tout ça, si on le met ensemble, ça institue, au sens où ça a été dit tout à l'heure, qu'on pourrait appeler un collectif apprenant, hein, c'est-à-dire de gens qui travaillent ensemble et qui réussissent à être dans quelque chose qui tient debout. Instituer, ça veut dire évidemment tenir debout, au sens où créer une institution, au sens de Castoriadis, hein, je ne cesse de répéter cette citation, une institution est un dispositif qui permet aux personnes, quand elle a été intériorisée, non pas de diminuer, mais d'accroître leur autonomie. Voilà. C'est évidemment quelque chose d'essentiel. Je voudrais conclure par un clin d'œil à mon collègue. Hier, je ne sais pas si vous vous souvenez, à la table ronde,
à la présentation qui a été faite, je crois que c'est vous qui avez dit mais pourquoi on ne mettrait pas directement les jeunes dans des situations difficiles, on va les jeter à l'eau et puis ils verront bien. Il s'est fait répondre d'une manière un peu verte, mais on a déjà eu beaucoup de noyés. Alors ça c'est sûr, on a déjà eu énormément de noyés. Et on en a encore quelques-uns. Simplement ce que je voudrais qu'on n'oublie pas, pour moi, hein, c'est que on peut accompagner beaucoup, on peut étayer énormément, on peut être présent et disponible. On peut fournir des outils et des ressources. Et non seulement on peut, mais derrière tout ces on peut, il faut mettre on doit faire tout ça. Mais tout ça, ça n'empêche pas qu'il faut quand même que la personne se jette à l'eau. Et qu'elle décide de faire autre chose que ce qu'on lui a fait quand elle était élève, etc., etc. C'est-à-dire qu'on n'oublie pas que la personne en face, c'est elle qui prendra sa décision finale. Et qu'elle devra à un moment commencer. Et je cite parfois la fameuse citation de Yankelevitch, hein, qui commente le fameux paradoxe de la cithare dans l'Éthique à Nicomaque d'Aristote. Vous savez, sur comment peut-on apprendre à jouer de la cithare si on ne sait pas jouer de la cithare, ben, en jouant de la cithare, mais si on ne sait pas en jouer, comment peut-on apprendre à en jouer, puisque pour apprendre à en jouer, il faut en jouer, bon, etc. Et il dit, bon, il n'y a qu'une solution, c'est qu'à un moment, il faut quand même, quel que soit le degré de préparation, il faut se jeter à l'eau, quoi. Il faut se jeter à l'eau, quel que soit le degré de préparation. Et toutes les préparations du monde ne peuvent pas supprimer la prise de risque que constitue le fait de se jeter à l'eau, de faire quelque chose qu'on ne sait pas faire, de le faire pour la première fois. On l'a fait en laboratoire, on l'a fait ceci, mais il y a un moment où il faudra le faire pour de vrai, où on sera tout seul dans la classe. Et Yankelevitch dit dans ce beau texte, on n'apprend pas à commencer. On n'apprend pas à commencer parce que sinon il faudrait commencer à apprendre à commencer. Il dit pour commencer il faut simplement du courage. Et ça me renvoie à ce qui a été un point aveugle, me semble-t-il, de notre travail, mais il est aveugle quoi qu'il soit présent dans tous les esprits, c'est qu'au-delà des dispositifs, au-delà de toutes les organisations et les institutions que nous pouvons mettre en place, ce courage, ça reste un courage lié aux finalités de l'éducation. Ça reste un courage qui ne peut être au sens fort et le plus beau du terme qu'un courage politique. C'est-à-dire que nous ne pourrons pas continuer, je le dis avec beaucoup de simplicité, mais pour moi avec beaucoup de conviction, à faire tout le travail admirable technique que vous faites si le métier d'enseignant n'est pas une bonne fois pour toutes politiquement positionné comme un métier d'enseignant-chercheur tout au long de la carrière et que s'il n'est pas accompagné d'un projet politique clair sur le type de citoyen qu'on veut former, comme l'a dit un collègue aujourd'hui. Parce que c'est ça qui fait qu'on se jette à l'eau et c'est ça qui fait qu'on ne se décourage pas. Voilà, merci de votre attention. Cher grand témoin, merci vraiment pour votre dernier éclairage. Je voudrais vous souhaiter vraiment un bon retour, tout le plaisir de vous retrouver dans quelques mois, bientôt, et puis bonne formation.